Est-il possible de vivre en tant que juif, de défendre les juifs, tout en poursuivant une carrière artistique? Pendant des générations, les juifs américains ont joué un rôle prépondérant à Hollywood et au théâtre, mais ils ont rarement utilisé ces plateformes pour défendre les causes juives et encore moins pour utiliser leur travail afin d'expliquer ou de mettre en valeur la vie juive comme quelque chose à célébrer et à considérer comme normal, plutôt que comme un simple décor de tragédie ou quelque chose qu'il fallait abandonner pour devenir pleinement américain. Et à la suite du 7 octobre et de la banalisation de l'antisémitisme qui s'en est suivi, l'effacement des Juifs ainsi que l'acceptation de la diabolisation d'Israël sont devenus la norme. Mais un artiste juif ayant grandi à Hollywood tente d'inverser cette tendance. Cette semaine, dans Think Twice, nous discutons avec l'acteur, artiste et podcasteur Jonah Platt de ce que signifie être juif aujourd'hui. Bonjour et bienvenue dans Think Twice. Les Juifs sont omniprésents dans la culture populaire américaine depuis plus d'un siècle. En effet, on peut dire qu'ils ont plus ou moins inventé Hollywood, mais peu de ceux qui l'ont fait, ou parmi ceux qui ont suivi leurs traces, ont utilisé leur célébrité et leur influence pour aider à populariser une image de la vie juive qui la présentait comme quelque chose de normal, pratiqué par des gens ordinaires. Hollywood reflétait la volonté chez les Juifs qui avaient réussi de s'assimiler pleinement, mais présentait aussi ceux qui ne le faisaient pas, ou du moins souhaitaient conserver leur identité comme une partie significative de leur vie, comme des personnes qui devaient disparaître. Mais ce repli sur l'effacement de la particularité juive n'était qu'un prélude à ce qui a suivi. L'adoption par la gauche américaine de théories gauchistes toxiques comme la théorie critique de la race, l'intersectionnalité et le colonialisme de peuplement, qui ont faussement qualifié Israël et les Juifs d'oppresseurs blancs et présenté le sionisme comme une forme de fascisme raciste. Après les attaques terroristes menées par le Hamas contre les communautés israéliennes le 7 octobre 2023 et la montée mondiale subséquente de l'antisémitisme, le soutien à Israël a disparu. Et l'indignation face à l'augmentation sans précédent de la haine des Juifs, ou même face aux atrocités du 7 octobre, s'est rarement fait entendre dans le monde des arts, même de la part de ces Juifs les plus en vue. Cependant, cette règle a des exceptions, et nous en accueillons une aujourd'hui. Jonah Platt est un acteur, chanteur, écrivain, metteur en scène et producteur connu pour ses apparitions à Broadway, au cinéma et à la télévision. Mais depuis le 7 octobre, son principal projet a été Being Jewish with Jonah Platt, son podcast. Élevé à Hollywood par un père producteur à succès, impliqué dans la communauté juive, et une mère militante et philanthrope juive reconnue. Il s'est donné pour mission de promouvoir une image positive de la vie juive et d'inspirer une meilleure communication et unité au sein de la communauté juive. Jonah Platt, bienvenue dans Think Twice. Merci de m'accueillir. Eh bien, merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous rejoindre aujourd'hui. Je voudrais commencer par vous demander, qu'est-ce qui vous a poussé à vous concentrer sur votre identité juive après le 7 octobre, alors qu'il semblait que la plupart des Juifs dans les arts créatifs applaudissaient l'attaque contre Israël ou restaient tout simplement silencieux? Eh bien, je remettrai en question la deuxième partie de votre affirmation. Je pense que peut-être ceux qui étaient parmi les plus bruyants semblaient applaudir. Mais nous avions beaucoup de gens à Hollywood, aussi bien des personnalités à l'écran que beaucoup de personnes en coulisses qui, comme moi, sont maintenant plus engagées que jamais. Et je ne veux certainement rien enlever aux guerriers juifs maccabées qui se font beaucoup entendre que nous avons à Hollywood, qui ont tous vraiment répondu présents en ce moment. Mais pour parler en mon nom, vous savez, c'est le moment le plus important de ma vie, sûrement aussi de nos vies partagées en ce qui concerne la communauté juive. Si tu n'assumes pas pleinement ton identité juive et que tu ne te tiens pas droit pour la défendre et en être fier maintenant, quand le feras-tu? Donc, pour moi, vraiment, ce n'était pas un choix. Ce n'était pas une décision consciente du genre « Oh, devrais-je le faire ou pas ?» Quelles pourraient être les conséquences? Il n'y avait rien de tout ça. C'est simplement moi. L'heure de vérité a sonné. Nous voyons, vous savez, le 7 octobre a été une horreur comme aucun de nous n'en avait jamais vu, certainement de mon vivant.
Et il y avait deux façons d'y faire face. Je suppose que certains se sont repliés face à cela et d'autres ont su se montrer à la hauteur du moment. Et pour moi, il n'y avait vraiment pas d'autre choix. J'ai simplement suivi, vous savez, je pense à une citation de Mark Cuban où il dit « Ne poursuis pas tes rêves, poursuis tes efforts ». Et ça m'est toujours resté en tête. Et mes efforts m'ont mené dans cette direction. J'ai simplement mon énergie et mon temps, c'est là que je les dépensais naturellement. Et après quelques mois à être très engagé sur les réseaux sociaux et dans la vie réelle, dans l'immédiat, après le 7 octobre, je voulais vraiment me concentrer sur mon action proactive de défense de la cause juive. Et c'est de là qu'est né le podcast lui-même, Être juif. Quel est mon message central, proactif et positif? Vous savez, mes valeurs que je veux vraiment mettre en avant, pas seulement réagir à tout ce qui se passe en ce moment, mais vraiment réfléchir à, d'accord, la poussière retombe. À quoi cela va-t-il ressembler à l'avenir? Merci d'avoir écouté Think Twice. Que vous nous écoutiez sur l'une des plateformes de podcast ou que vous nous regardiez en direct sur Facebook, X ou sur la chaîne YouTube de JNS, merci d'aimer et ou de vous abonner à JNS. Cliquez sur la cloche pour recevoir les notifications et laissez-nous de bons avis. En plus de Think Twice, il existe aussi le podcast Jonathan Tobin Daily, où je partage davantage d'actualités et d'analyses sur les enjeux majeurs actuels. Vous pouvez retrouver l'émission quotidienne sous le nom de Jonathan Tobin Daily sur la chaîne JNS ou que vous écoutiez vos podcasts. Retour à l'émission d'aujourd'hui. Oui, et je pense qu'il est juste de dire, vous savez qu'il y a eu bien sûr beaucoup de Juifs qui se sont exprimés, qui sont dans les arts, et vous savez qui ont fait des choses très louables. Mais j'entendais, surtout pendant ces premiers mois, ces premières semaines, ces premiers mois, la première année, 2023 allant vers 2024, j'entendais des lecteurs me demander, vous savez, et cette personne-là, et cette autre personne, vous savez quoi? Je me suis surpris à le faire moi-même. Et j'ai toujours été le genre de personne à penser que moins j'en sais sur mes artistes ou athlètes préférés, moins j'en sais sur leur vie personnelle ou leurs convictions, plus je serai heureux. Je n'ai jamais voulu creuser là-dedans parce que, vous savez, en général, ça ne vous rend pas plus heureux. C'est vrai? On n'a pas besoin de savoir que, vous savez, votre idole sportive quand vous étiez petit était un sale ivrogne ou quelque chose comme ça. Ou qu'il avait vraiment des opinions horribles qui, vous savez, vous horrifient vraiment. C'est ça. Séparer l'art de l'artiste. C'est ça. Mais je me suis retrouvé, vous savez, à regarder ou, vous savez, quand on regarde les réseaux sociaux, on a envie de tendre la main et de les secouer un peu en disant « Eh, c'est vraiment important. C'est un moment historique. » Je veux dire, je repensais à ce que j'ai lu sur les Juifs à Hollywood à la fin des années 1930 et j'aimerais en savoir un peu plus sur l'histoire des Juifs et des arts. Mais je me souviens avoir lu, vous savez, quand le grand écrivain Ben Hecht, qui était, vous savez, une superstar, autant qu'on pouvait l'être à Hollywood quand on écrivait, essayait de susciter l'intérêt des gens. Et il n'était pas un juif très impliqué, mais il a écrit sur le fait d'avoir accidentellement croisé l'histoire et d'avoir réalisé, comme il l'a écrit, que sa tribu était Israël, et il était vraiment en colère contre les autres juifs qui ne prenaient pas la parole. Je me suis surpris à penser, mince, pourquoi tu ne fais rien? Pourquoi tu ne parles pas? Est-ce que tu faisais la même chose? Oui, je veux dire, je pense que ce que j'ai fini par comprendre et ce qui est vraiment devenu évident, c'est ce qui s'est passé à Hollywood après le 7 octobre. Il y a plusieurs catégories différentes. Je pense que ce qui a aggravé ce sentiment de frustration, c'est le manque de réciprocité. Je pense que beaucoup de gens ont ressenti que tous ces autres groupes de personnes, au cours des 10 ou 20 dernières années, ont eu des moments où ils avaient besoin de solidarité et de soutien. Hollywood avait soutenu juifs et non-juifs, mais lorsque les juifs ont eu besoin d'aide, il n'y avait plus personne. Je pense que cela a clairement joué un rôle important. C'était comme « Wow, j'ai l'impression d'avoir été là quand tu avais besoin de moi et maintenant tu n'es plus là du tout ». Donc, cette sorte d'absence a vraiment été ressentie très profondément et je sais que certainement les gens de l'industrie l'ont ressenti aussi. Ce qui m'a le plus frustré, ce n'était pas forcément ceux qui ne postaient pas de drapeaux israéliens, mais ceux qui, la deuxième semaine d'octobre, n'ont pas pu mettre leur nom sur une lettre disant « Libérer les otages » parce qu'ils ne pouvaient pas s'impliquer ou peu importe la raison. Pour moi, ça, je ne comprendrai jamais. Et pour moi, c'est vraiment inexcusable. Je pense que ce qu'on a fini par constater, c'est que
peu importe ton association ou ton niveau d'engagement en tant que juif. Avant le 7 octobre en général, cela aurait dicté la réponse à laquelle on aurait dû s'attendre de ta part après le 7 octobre en ce qui concerne la façon dont ces gens d'Hollywood ont réagi. Donc, je pense qu'on était nombreux à attendre quelque chose de certaines personnalités juives qui n'avaient jamais pris la parole en faveur du peuple juif. On espérait qu'un jour, même dans une situation terrible, ils prendraient enfin la parole, et on a été choqués qu'ils ne le fassent pas. Je ne leur cherche pas d'excuses, mais finalement, qu'attendais-tu? Cette personne n'est pas vraiment impliquée dans cette communauté. C'est, vous savez, quelqu'un qu'on pourrait appeler un juif non pratiquant, qui est certes juif par naissance et par association, mais qui ne vit pas sa vie quotidienne de manière significative en tant que juif. Il ne fait rien pour les causes juives. Il ne pratique pas son judaïsme d'aucune manière que ce soit. Et ces personnes-là, on ne devait pas s'attendre à ce qu'elles répondent présentes le 7 octobre. D'une certaine manière, nous avons été agréablement, je ne veux pas dire surpris, mais c'était vraiment agréable de voir les personnes qui s'identifient vraiment et se sentent engagées en tant que juifs, qui n'avaient peut-être pas été aussi enclines à prendre la parole auparavant, mais qui ont vu ce moment comme « d'accord, maintenant je vais m'exprimer ». On a vu des gens comme ça. Nous avons vu les personnes dont je viens de parler qui ne s'étaient jamais exprimées auparavant, qui ne le seraient jamais et qui ont continué à ne pas l'être. Et puis, il y a ceux qui sont un peu au milieu. Et ce sont ceux-là. Je suis plus frustré par les personnes qui sont plus engagées. Ils auraient pu en dire plus et pour une raison de sensibilité médiatique ou pour d'autres raisons, ils ne l'ont pas fait. Et ceux-là m'ont frustré. Donc pour moi, ce n'est pas comme si Hollywood dans son ensemble, tout le monde était pareil. Vous m'avez tous déçus parce que, comme tu l'as dit, certains des acteurs préférés de quelqu'un sont de vrais ivrognes. Tu seras forcément déçu par certaines personnes, surtout celles dont tu attendais mieux. Tu as déjà été un allié pour d'autres personnes auparavant. Maintenant, c'est ton propre peuple. Tu as déjà animé, tu sais, des galas juifs auparavant. Quelle est ta position là-dessus? Ces gens-là m'ont vraiment frustré. Ouais, je pense que, tu sais, il y a une perception chez les non-artistes qu'il y a des répercussions à prendre la parole pour une cause impopulaire. Et évidemment, Israël est maintenant une cause impopulaire, hélas, tu sais, dans les cercles à la mode, et qu'il y aurait des répercussions. Et je sais que dans d'autres domaines artistiques, je veux dire, dans la musique classique, il est très difficile pour les gens de prendre la parole en faveur d'Israël. Ceux qui l'ont fait, tu sais, reçoivent beaucoup de retours vraiment négatifs. Mais j'ai aussi entendu, et tu sais, de quelqu'un comme Jennifer Goodwin, que tu as interviewé, tu sais, dans ton podcast, nous avons dit que ce n'est pas du tout vrai. Et elle a vraiment, tu sais, elle s'est vraiment investie dans son identité juive depuis le 7 octobre. Dans l'ensemble, est-ce aussi ce que tu as entendu? Oui, dans l'ensemble, il n'y a pas de mise sur liste noire des Juifs qui défendent d'Israël. Ça n'arrive tout simplement pas. Je dirais que ce qui se passe, c'est ceci. C'est beaucoup plus une question de commerce général concernant certaines marques ou certains projets. Il pourrait ne pas vouloir être associé à quelqu'un qui attire bruyamment et ouvertement l'attention sur n'importe quel type de problème. Ce n'est pas une question juive ou israélienne. Il y a des gens qui tout simplement se disent « j'essaie de vendre, tu sais, des baskets. Je ne veux pas avoir affaire à quelqu'un qui apporte autre chose que acheter ses baskets. » Comme l'actrice qui a joué Blanche-Neige. Une situation comme celle-ci. Vous savez, qui a été accusée d'avoir fait couler un film qui allait probablement échouer de toute façon parce qu'elle, vous savez, elle est devenue très engagée, vous savez, à gauche. D'accord. Mais pour moi, dans ce genre de situation, peu importe vraiment quel est le sujet, c'est que si tu choisis un sujet sensible et que tu apportes cette tension sur un projet commercial, les gens ne veulent pas de ces problèmes. Je comprends car tu veux vendre quelque chose. Ce serait pareil si tu militais bruyamment pour Israël et que tu étais là, tu sais, en train d'essayer de vendre des baskets ou peu importe quoi. Mais dès qu'on dit soutenir Israël, on ne peut pas engager cette personne. Je ne vois pas ça arriver. Et en fait, ce que je vois, c'est que, tu sais, il y en a tellement, une fois que tu relèves la tête et que tu lèves la main et que tu dis « Ouais, je fais partie des Juifs pro-Israël », tu retrouves tes compatriotes partout dans le milieu, d'accord, super. Que peut-on faire ensemble? Quels sont les projets qu'on essaie maintenant avec urgence de réaliser, de vendre et de raconter? Et tu le vois partout dans l'industrie,
des cadres de studio aux producteurs, en passant par les scénaristes et les acteurs, comme si tous ceux qui se sentent concernés sont mobilisés d'une manière après le 7 octobre qu'ils ne l'étaient pas avant le 7 octobre, avec des enjeux et une urgence accrue. Et tu sais, c'est difficile de porter ces histoires à l'écran et les produire pour plusieurs raisons, mais pas à cause d'une sorte de mise sur liste noire. Ce n'est pas à cause du genre « nous n'aimons pas Israël, nous n'aimons pas les Juifs, nous ne raconterons pas votre histoire ». C'est plutôt que si c'est difficile de la faire aboutir, c'est parce qu'on a du mal à trouver la bonne tête d'affiche pour porter cette histoire juive. Donc, par exemple, la série Netflix Nobody Wants This. Pour moi, c'est l'exemple parfait de ce que nous devrions tous essayer de faire à Hollywood, ce qui est génial. Comédie romantique, contemporaine, avec de grandes stars, vraiment captivantes. Ça parle entièrement des Juifs et à quel point les Juifs aiment être Juifs. Incroyable, parfait. Là où ça devient plus difficile, c'est si tu n'as pas une Kristen Bell et un Adam Brody pour jouer dans ta série, ça peut être beaucoup plus compliqué. Et peut-être que tu as du mal à trouver cette personne parce qu'elle est nerveuse à l'idée de participer à un projet juif. C'est là que tu pourrais rencontrer ce genre de problème. Ou bien l'histoire que tu essaies de raconter est, je ne veux pas dire trop juive, mais c'est plutôt qu'en tant que divertissement, ce n'est pas assez universel ni assez fort en soi, au-delà du simple fait d'être une histoire juive importante. Parce que ça va coûter beaucoup d'argent à produire et tu vas avoir besoin d'un public large pour rentrer dans tes frais, non? Exactement. C'est un marché, non? Donc, je ne peux pas juste dire, je fais ce film pour les 15 millions de Juifs sur Terre et j'ai besoin que chacun d'entre eux le voie pour rentrer dans mes frais, non? Ça doit être, c'est une histoire vraiment captivante. Ce sont des personnages vraiment fascinants. Ah, et au fait, ils sont juifs. Et la façon dont ils parlent, interagissent et vivent leur vie est juive. Ce sont le genre de projets qui devraient être ciblés et qui se passent en coulisses. Et des gens travaillent vraiment dessus. C'est juste qu'en ce moment, c'est un secteur difficile. De toute façon, c'est difficile de faire aboutir des projets. Comme la plupart des gens le savent, Hollywood évolue rapidement et il est plus difficile que jamais de réaliser des œuvres originales. Donc, tout ça, ce sont plein de facteurs. Mais pour faire court, je n'ai jamais ressenti quoi que ce soit du genre « Oh, ce type parle d'Israël, on ne peut pas l'embaucher ». Eh bien, comme je l'ai mentionné plus tôt, les Juifs ont évidemment joué un rôle important et central dans la création d'Hollywood, de l'industrie cinématographique puis de la télévision. Nous l'avons créé. Oui, exactement. Même si le musée d'Hollywood ne voulait pas en parler au début, mais laissons cela de côté. Mais la représentation de la vie juive, autrement que comme une exception, une victime ou un groupe avide d'assimilation, n'était pas quelque chose que la plupart des Juifs d'Hollywood étaient particulièrement à l'aise ou intéressés à montrer. Vous savez, alors que les antisémites ont toujours été prompts à présenter Hollywood comme une institution juive, les Juifs d'Hollywood, à l'âge d'or d'Hollywood, voulaient être tout sauf des représentants des Juifs, ou même leurs défenseurs. Comme je l'ai dit, comme Benek l'a découvert dans les années 1930, évidemment, le Hollywood des années 2020 est très différent. Mais selon vous, comment cette histoire a-t-elle influencé la réaction des Juifs dans l'industrie du divertissement face au 7 octobre et à la montée actuelle de l'antisémitisme dans le monde entier? Y a-t-il encore une certaine réticence en dehors des facteurs de marché à vraiment se plonger dans une histoire juive authentique? Vous savez, évidemment, ils ne s'inquiètent pas de ne pas être assimilés comme pouvaient l'être, disons, les dirigeants des studios dans les années 30. Mais pensez-vous qu'il y a une certaine réticence à raconter des histoires juives? Oui, vous venez d'aborder tous les aspects. Je veux dire, je pense que ce que nous voyons aujourd'hui, c'est une sorte d'état d'esprit hérité des années 30 ou, comme vous l'avez souligné, dans les années 30, et encore une fois, je veux dire, oui, c'est le cas. Je comprends pourquoi les patrons de studios de l'époque ont changé leur nom de Shmuel Goldfish en Samuel Goldwyn. Vous savez, ce n'était pas tellement que c'était terrible d'être juif, c'était plutôt « je suis américain maintenant, j'ai quitté l'Europe de l'Est pour m'installer ici, je veux m'intégrer à cette société ». Nous sommes en train de créer cette culture américaine. Et vous savez, ce qui est intéressant, c'est que bien sûr, le Hollywood classique est vraiment imprégné de récits et de morale juifs. Ils ne l'appelaient simplement pas comme ça. Ce n'étaient pas des histoires juives. Ainsi que beaucoup d'acteurs juifs. Oui, vous savez, bien sûr, partout, mais pas ouvertement juifs. Et généralement, ils jouaient des non-juifs. Vous savez, des gens comme Paul Muni qui incarnaient toutes les ethnies sauf le juif qu'il était. Je comprends un peu pourquoi c'était comme ça à l'époque.
Et je pense que ce que vous voyez aujourd'hui, c'est l'effet résiduel de ce sentiment qu'il fallait minimiser la judéité et qu'il fallait, nous sommes simplement américains, nous le sommes, et je pense que c'est en quelque sorte la base. Et puis, je pense que depuis cette époque, ce qui a aussi aggravé cela, c'est cette peur non remise en question de, eh bien, si nous nous montrons trop ouvertement juifs. Ils vont dire, les juifs contrôlent ceci et les juifs font cela, ce à quoi je réponds toujours. Ils le disent de toute façon. Alors autant en tirer quelque chose. Vous savez, j'ai en fait eu cette conversation, ce même échange avec Jason Alexander sur mon podcast. Et il a expliqué, je lui ai un peu demandé pourquoi, il a expliqué, eh bien, je pense qu'il y a cette peur. Et j'ai dit, eh bien, ils le disent de toute façon. Alors pourquoi ne pas simplement le faire? Il m'a répondu en gros qu'il n'y avait pas pensé, que cela n'avait pas vraiment été remis en question et qu'une bonne partie relevait de l'héritage. Je pense que c'est juste la façon dont Hollywood fonctionne depuis longtemps. On ne veut pas donner l'impression qu'on est aux commandes parce qu'ils disent tous qu'on contrôle tout. Donc, tout pouvoir que nous avons, nous ne devrions pas vraiment l'utiliser pour le bénéfice des nôtres. Nous devrions nous assurer de toujours mettre les autres en avant, ce qui est très bien. C'est bien de mettre les autres en avant, mais nous ne sommes souvent pas inclus dans cette mise en avant. Et puis encore, je pense qu'il est aussi important de noter, encore une fois, que beaucoup des Juifs à Hollywood ne sont déjà pas très investis dans la vie juive. Donc, encore une fois, s'attendre à ce que ces personnes soient celles qui dirigent, vous savez, des projets juifs, des priorités juives et qui mettent en avant des voix juives, ils ne vont pas le faire. Ils ne se voient pas dans ce rôle. Ils ne considèrent pas cela comme leur responsabilité. Je ne serais pas surpris que dans une ou deux générations, leurs familles perdent tout lien avec le judaïsme. Ce sont ce genre de juifs en rupture. C'est le cas de beaucoup de juifs d'Hollywood, de beaucoup de juifs américains, non? Oui, j'allais dire que c'est la plus grande catégorie démographique du monde juif, ce que les démographes appellent les juifs sans religion. Exactement. Donc, disons que c'est quelque chose, je crois qu'à Los Angeles, c'est quelque chose comme 40% ou 30%. Donc, on pourrait penser qu'à Hollywood, il pourrait y avoir un pourcentage similaire, que beaucoup de Juifs, pour ainsi dire, comme on en parle, ne comptent même pas vraiment comme Juifs en termes de responsabilité ou de priorité juive au sein de l'industrie. Oui, ça m'amène à ma prochaine question qui, vous savez, je pense que l'un des plus grands éclairages sur la judéité moderne était la phrase de Cynthia Oziek selon laquelle l'universalisme est le particularisme des Juifs. Je souhaite explorer cela avec vous. Défendre des valeurs universelles est essentiel dans le judaïsme, mais ce n'est pas tout. Mais cet aspect de la civilisation juive semble être celui auquel la plupart des Juifs américains, puisque la plupart d'entre nous ont été élevés avec des valeurs politiques et sociales libérales, peuvent le plus facilement s'attacher. C'est la base de nombreux accomplissements des Juifs en Amérique et ailleurs. Mais cela les a aussi désarmés lorsqu'il s'agit de se défendre. Beaucoup de Juifs, même parmi ceux qui assument le plus ouvertement leur identité juive, surtout dans les arts, semblent bien plus intéressés par le point de vue de l'autre que par la perspective des Israéliens ou des Juifs. Ce qui est assez formidable dans un sens pour la promotion du dialogue, pour le dialogue lui-même. Mais cela n'aide pas vraiment à défendre les Juifs dans leur État lorsqu'il est assiégé, submergé de critiques, mais aussi d'accusations de meurtres rituels et de tentatives de délégitimation. Même après le 7 octobre, leur demander de défendre les Juifs de la même manière que d'autres groupes se défendent eux-mêmes semble très difficile pour eux. Est-ce l'une des raisons pour lesquelles la réaction des Juifs du monde artistique face à la crise actuelle a, eh bien, selon beaucoup de personnes dans le public, été si décevante? Je pense que c'est une observation très pertinente et je pense que la réponse est oui. Je pense que c'est une forme très américaine du judaïsme, cette idée que le judaïsme se résume à tikkun olam, du début à la fin. C'est tout ce que c'est. Et bien sûr, ce n'est pas tout ce qu'est le judaïsme. C'est certainement un aspect important du judaïsme et une belle partie, comme tu l'as dit, une partie de ce qui a fait de nous un élément si dynamique dans toutes les sociétés où nous avons vécu, c'est la façon dont nous nous en soucions. Je veux dire, c'est l'un de nos commandements principaux, répétés de 100 façons différentes dans toute la liturgie et les écritures juives. Tu sais, prends soin de l'étranger, prends soin de la veuve, prends soin de l'orphelin, prends soin de ton ennemi, prends soin de ceci, cela, c'est extrêmement important, point final. Et ce n'est pas tout. Il faut voir l'ensemble. Nous sommes bien plus que ce seul ensemble de valeurs quand il s'agit de qui sont les Juifs.
Et si toute votre définition de ce que signifie être juif se résume à la justice sociale, alors votre foi, votre tribu, ce n'est pas vraiment le peuple juif, c'est la justice sociale. Vous ajoutez simplement une kippa, en quelque sorte? Oui, enfin, j'ai regardé votre épisode avec Jason Alexander, et lui, vous savez, il est super. Il est tellement talentueux et il s'est vraiment engagé, vous savez, tout au long de sa carrière, à défendre les causes juives. Mais j'ai trouvé intéressant quand il a parlé de sa réticence à simplement prendre la parole pour, vous savez, un enfant pris en otage. Vous savez, au lendemain du 7 octobre, mais il voulait parler des enfants en général, ou du moins, il était mal à l'aise de ne mentionner que les victimes israéliennes, sans parler des Palestiniens aussi victimes. Et j'étais là, bon, vous savez, je comprends ça, mais en même temps, ce n'est pas non plus ce que quelqu'un de l'autre côté va penser à faire. Oui. Et il n'est pas le seul invité que j'ai eu qui a exprimé un sentiment similaire, vous savez, en révélant cela. Encore une fois, c'est sûrement quelque chose que l'on remet rarement en question. Même en soi-même, cet instinct de devoir partager. Waouh, je ne suis pas tribal ici. Je ne privilégie pas les Juifs. Dieu m'en garde d'être seulement pour eux. Exactement. Dieu m'en garde que quelqu'un pense que j'ai, vous savez, une allégeance envers un groupe de personnes plutôt qu'un autre. Et je veux dire, je pense que c'est normal de mettre sa famille en premier dans la vie, vous savez, toutes choses étant égales par ailleurs, bien sûr. Et ce n'est pas non plus un jeu à somme nulle. Vous savez, vous pouvez faire une vidéo pour un otage, puis faire autant d'autres vidéos pour qui vous voulez, mais il ne devrait pas y en avoir. Je crois que vous n'avez pas à hésiter ou à remettre en question votre envie d'être présent pour votre tribu quand votre tribu a besoin de vous. Je pense que personne n'a à s'excuser pour ça. C'est tout à fait naturel. Et encore une fois, comme vous l'avez dit, non seulement l'autre côté de cette équation n'a pas ses scrupules, mais aucun autre groupe n'a ses scrupules. Un Américain d'origine asiatique ne dira pas « Oh non, les Américains d'origine asiatique sont attaqués ». Dois-je parler alors que je dois aussi me soucier des autres groupes? Est-ce qu'ils se demanderaient « Est-ce que j'en ai assez fait pour eux? » Non, c'est plutôt « Vous m'attaquez, je vais défendre mon groupe ». C'est très naturel. C'est anormal d'avoir l'impression qu'on doit s'excuser pour ça. Encore une fois, cela peut vraiment être plusieurs choses. Rien n'oblige à ce que ce soit un jeu à somme nulle. C'est moi ou personne, mais c'est normal de donner la priorité à sa propre communauté, à sa propre identité. C'est naturel, c'est ce que nous sommes. Il n'y a rien de mal à ça. Ouais. Eh bien, en parlant de famille, nous vivons dans une culture politiquement divisée. Je pense que chaque famille juive, comme chaque famille américaine, a ses divisions sur la politique, ainsi que sur Israël dans le monde d'après le 7 octobre. Vous faites partie d'une famille de personnalités très en vue, très connues, qui n'hésitent pas à exprimer leurs opinions. Et sans vouloir remuer le couteau dans la plaie, votre frère Ben a pris une position publique sur Israël qui est très différente de la vôtre, ou de celle de vos parents, je pourrais ajouter. Comment gérez-vous ces différences? Y a-t-il un moyen de le faire sur des questions d'une importance capitale sans nuire aux relations? Parce que même si vous décidez de ne pas parler de certains sujets, et je pense que, vous savez, nous avons tous des familles, et vous savez, à Thanksgiving ou à Pâques, vous savez qu'il y a une trêve politique. Et s'il n'y a pas de trêve politique, vous savez, ça peut poser problème. Mais quand vous ne parlez pas des choses qui vous tiennent à cœur à tous les deux, ce genre de silence peut aussi mener à des malentendus, tout autant que les disputes. Totalement. Donc, je pense encore une fois que tes questions, tu es presque en train d'y répondre toi-même avec toutes tes questions parce qu'elles sont tellement pertinentes, Jonathan. C'est très juif de poser des questions par d'autres questions. Oui, tu sais, donc tu as absolument raison, quoique chaque fois que tu as une relation à laquelle tu tiens et qu'il y a un désaccord ou une différence, si tu veux préserver cette relation, tu dois donner la priorité à la relation. Donner la priorité à une relation implique de communiquer. Ça veut dire communiquer dans la relation en disant « Hey, tu es quelqu'un qui compte pour moi. Je veux clarifier quelque chose. Je veux m'assurer qu'on se comprend bien. Je t'aime. C'est un sujet sur lequel on n'est pas d'accord, mais tu restes toi, je reste moi. On peut en parler. Et je pense que le simple fait d'avoir cette conversation
Et tu sais, j'ai déjà parlé dans mon émission de la façon d'avoir ces conversations profondes et longues. Il faut que ce soit des conversations profondes et longues. Ce genre de relation dont je parle, ce n'est pas pour ton ancien colocataire de la fac à qui tu envoies parfois un tweet. C'est autre chose. Tu sais, mon test décisif, c'est toujours si tu ne te réunirais pas avec cette personne pour dîner, sauf pour débattre d'Israël ou autre chose, alors ce n'est pas la relation dans laquelle tu devrais investir ton énergie à essayer de la sauver en ce moment. Mais si c'est quelqu'un que tu aurais vraiment envie de voir et de fréquenter de toute façon, alors vas-y, va le voir et passe du temps avec lui. Accorde-toi cet espace et cette conversation où vous pouvez, en toute sécurité et honnêteté, exprimer vos points de vue respectifs. Et puis, quand vous arriverez au bout de cette discussion, vous n'allez pas forcément changer l'avis de l'autre. Je trouve qu'en général, personne ne change d'avis après une conversation, tu sais, mais vous en venez à comprendre le point de vue de l'autre et ça te permet de te dire « D'accord, je comprends ». Comme cette personne n'est pas un monstre totalement fou. Tu vois, il constate que je ne suis pas un maniaque génocidaire, contrairement à ce qu'il craignait. On est simplement des personnes arrivées à d'autres conclusions ici pour diverses raisons. Et maintenant, on peut continuer nos vies. Et si on veut t'en reparler plus tard, on peut. On n'est pas obligé. On ne le fera probablement pas parce que, tu sais, on sait qu'on n'est pas d'accord. Et on préfère juste profiter d'être ensemble comme d'habitude et préserver cette relation. Mais on sait que la voie est ouverte et qu'il n'y a pas ce questionnement caché, cette tension cachée, ce soupçon caché de qu'est-ce que cette personne pense, qu'est-ce qu'elle dit dans mon dos, qu'est-ce qu'elle pense vraiment de tout ça. Parce que tu l'as exprimé et ensuite tu peux en quelque sorte laisser ça de côté, continuer ta vie et ne pas te sentir émotionnellement responsable de ce que pense cette personne. Tu dois juste entretenir une relation avec quelqu'un qui compte pour toi. Donc, je pense que non seulement c'est tout à fait possible de le faire malgré n'importe quelle profonde divergence avec une personne à laquelle tu tiens, mais c'est aussi essentiel de le faire. Et tu sais, c'est réparateur et vital de faire cela. Et regarde, encore une fois, il faut rappeler que ça demande d'être deux pour danser le tango, n'est-ce pas? Donc, je veux dire, s'il y a quelqu'un qui vraiment, tu sais, s'est tourné de façon tellement destructrice dans une certaine direction qu'ils t'attaquent, qu'ils ne veulent plus rien avoir à faire avec toi et qu'ils disent des choses horribles sur toi. Et tu sais, tu n'as pas besoin de ça. Donc, ça ne peut marcher, une relation ne fonctionne que si les deux personnes veulent qu'il y ait une relation. Et malheureusement, j'ai de la chance de ne pas avoir vécu ça. Mais j'ai beaucoup de gens comme toi, sûrement comme la plupart des Juifs aujourd'hui, qui l'ont vécu eux-mêmes ou qui connaissent quelqu'un de proche à qui c'est arrivé. Ils ont des histoires terribles d'amis très proches qui coupent les ponts, tu sais, parce que « Ah, tu vas soutenir Israël, alors pour moi, c'est fini ». Ce qui, pour moi, malheureusement, est incompréhensible que ça puisse arriver. C'est tellement brutal. Tu ne peux rien y faire. Si quelqu'un est aussi horrible, c'est leur problème. Et ils devront vivre avec ça, qu'ils arrivent à dormir la nuit ou non. Mais j'espère que tu es dans une situation où, quand tu te montres vulnérable et que tu mets la relation en premier, pas la dispute, pas le contenu, il ne s'agit pas d'avoir pour objectif de changer la vie de l'autre. Le seul objectif, c'est comment on se voit mutuellement et comment on reste connecté dans la relation qui nous tient à cœur. J'espère que tu pourras préserver cette relation. Oui, je pense que c'est un très bon conseil, quoi. Je pense que le problème, c'est que notre culture générale, tu sais, évolue et a évolué dans l'autre direction. Je me souviens avoir entendu des rabbins dire, tu sais, après 2016 et cette élection présidentielle, qu'il y avait des couples qui divorçaient à cause de ce qu'ils ressentaient à propos de Trump. Et je me suis dit, mais c'est complètement fou. Il y a tellement de meilleures raisons pour lesquelles des couples mariés pourraient se disputer, autres que la politique. Mais pourtant, c'est une réalité et je pense que, tu sais, ça s'est répercuté sur chaque sujet, mais c'est certain, depuis qu'Israël est devenu un sujet aussi central dans la culture, je pense que ça pousse les gens dans ces directions négatives, où ils ont presque l'impression de ne plus être considérés comme solidaires du camp auquel ils appartiennent. S'ils ne sont pas en colère contre des proches ou des personnes qui leur sont très proches, s'ils ne sont pas d'accord avec eux. Oui, c'est une fausse réalité, non?
Les réseaux sociaux représentent aujourd'hui une grande part de nos vies, une réalité virtuelle ou artificielle. Oui, ce que je veux dire, c'est que l'idée selon laquelle nous n'avons pas notre mot à dire sur la façon dont nous menons le dialogue les uns avec les autres, ou que à partir de 2016, et je suis d'accord pour dire que je pense que l'ascension de Donald Trump a vraiment ouvert la voie à cette horrible incivilité. Dans notre façon actuelle de juger acceptable de nous parler et de nous percevoir. Dans ce pays, et puis en grande partie dans le monde entier, cela a vraiment commencé il y a 10 ou 15 ans. Nous n'avons pas besoin de le faire parce que c'est un peu dans l'air du temps et nous voyons d'autres personnes le faire à la télévision, dans notre politique, sur les réseaux sociaux et autour de nous. On suppose que c'est ce qu'on fait maintenant. Mais nous pouvons choisir de ne pas le faire de la même manière que l'esprit critique se perd peu à peu. Ce n'est pas qu'on n'est pas capable d'avoir une pensée critique. On voit juste que beaucoup de gens ne le font pas. On continue sans s'en rendre compte inconsciemment en pensant « je suppose que je n'ai pas besoin de participer ». Je peux lire quelque chose en ligne, supposer que c'est vrai et en parler sans réflexion critique. Nous devons continuer à marteler le message ici en disant « et non, il y a un choix que tu peux faire ici ». Nous pouvons simplement nous parler de manière civilisée, nous pouvons nous voir comme des êtres humains. Il y a tellement plus de choses qui nous unissent que de choses qui nous divisent. Ce qu'on fait généralement maintenant, c'est qu'on va trouver la seule chose sur laquelle on n'est pas d'accord. C'est comme si on avait tout un repas devant nous, on est d'accord sur le plat principal, on est d'accord sur le dessert, on est d'accord sur l'entrée. Donc il y a juste un petit pois dans l'accompagnement sur lequel on n'est pas d'accord. Et on va faire de tout le repas une histoire de ce petit pois. Et si on n'arrive pas à se mettre d'accord sur ce petit pois, tu n'existes plus pour moi. Et ce n'est vraiment pas une façon de passer un bon repas. Et d'une certaine manière, on abdique notre responsabilité là-dedans, alors qu'on peut choisir de nous comporter de façon plus respectueuse et plus positive, d'une manière qui crée réellement quelque chose de bon, au lieu de simplement suivre le courant et de laisser les choses dégénérer en discours haineux, en division et en polarisation. Nous pouvons choisir ici. Nous pouvons faire un choix. Ce n'est pas une loi de la nature que les êtres humains doivent être polarisés les uns contre les autres et se détester dans des camps séparés. Personne n'a jamais dit que ça devait être ainsi. Oui, c'est un peu comme ça que la culture évolue. Je sais, vous savez, je faisais un programme de débat avec mon vieil ami Gigi Goldberg, qui a été rédacteur en chef du Forward pendant longtemps. Et nous faisions ces débats gauche-droite. Le principe était que, vieux amis, nous pouvions discuter de façon civilisée, ce que nous avons fait partout en Amérique du Nord, même à Yerchou où était le rabbin Wolpe. Et souvent, nous recevions... Mais ce qui était curieux, c'est que nous débattions d'Israël et de toutes sortes d'autres sujets, et à la fin, nous rappelions aux gens qu'ils avaient plus de choses en commun, vous savez, que de choses qui les divisaient. Mais souvent, la réaction du public était de dire « Vous n'êtes pas vraiment tant en désaccord que ça ». Et vous savez, nous répondions « Mais est-ce que vous écoutiez ?» Nous n'avons fait que nous opposer, mais ils réagissaient au ton. Nous ne nous crions pas dessus, nous rions ensemble. Parfois, nous nous taquinions, mais nous parlions avec respect. Et ils avaient été conditionnés à penser que si c'est ce que vous faites, alors vous n'êtes pas vraiment en désaccord. Exactement. C'est tout à fait ça. C'est un muscle qu'on oublie comment utiliser, mais on l'a. On en est capable. Nous l'avons toujours eu. C'est juste que, comme tu le dis, la culture nous donne la permission de laisser ce muscle s'atrophier. Et donc, il faut simplement continuer à encourager nos semblables, hommes, femmes et membres de la communauté, à utiliser ce muscle. Pas seulement parce que ça fait du bien ou que c'est la bonne chose à faire, c'est mieux pour tout le monde. Je veux dire, c'est une expérience tellement positive, il n'y a aucun inconvénient. Il n'y a aucun inconvénient. Non, il n'y en a pas. Je dirais aussi qu'il n'y a plus vraiment de marché, même dans la communauté juive, pour ce type de débat, comme nous l'avons constaté. Je ne sais pas. Je viens de regarder un bon débat. J'ai pensé que beaucoup de gens avaient suivi le débat entre Daryl Horn et Deborah Lipstadt. Le débat Sapir a aussi suscité beaucoup d'intérêt. Oui. Non, écoute, je ne dis pas que c'est impossible, mais il me semble, d'après mon expérience, qu'il y a un peu moins d'appétit pour ça qu'avant, simplement parce que les gens se sont tellement énervés à propos de tout.
Mais aussi, tu sais, ça m'amène à ma prochaine question. C'est une chose de parler, de donner la priorité aux relations et à la famille quand il s'agit de désaccords au sein de la famille. Mais où plaçons-nous la limite en tant que communauté? Tu as parlé à maintes reprises de l'importance de l'inclusion. Mais une réponse à cela pourrait être que si tout ce que nous défendons, c'est l'inclusion, alors on ne peut pas vraiment, tu sais, ça doit vouloir dire qu'on ne défend vraiment rien. Ou devons-nous fixer les limites en tant que communauté? Parce que s'il y a bien une chose que j'ai apprise dans ma carrière de journaliste, c'est que tout le monde veut tracer des limites, c'est juste qu'ils ne sont pas d'accord sur l'endroit où la limite doit être tracée. C'est évidemment une vaste question. Je pense que même si les limites sont tracées, et bien sûr, comme vous le dites, il y a toujours une limite quelque part, la porte doit toujours rester ouverte. Donc, je voulais vraiment dire ça. Nous devons toujours offrir une porte de sortie. Il devrait toujours y avoir une porte de sortie. Si et quand vous êtes prêt à changer d'avis, notre porte est ouverte. Pour moi, c'est très important. Mais je ne pense pas que cela signifie forcément qu'il n'y a pas de limite. Tout le monde est toujours le bienvenu. Je l'ai déjà évoqué, je vais illustrer cela par un exemple dans un contexte organisationnel juif. La question a été soulevée lors d'une rencontre avec des responsables d'organisations juives. Où devrions-nous fixer la limite concernant les personnes antisionistes travaillant au sein des organisations juives? Et personnellement, j'ai estimé que vous êtes tout à fait dans votre droit de fixer une limite. Si vous êtes une organisation juive dont la mission est, d'une certaine manière, la prolifération du peuple juif ou le soutien à tel ou tel aspect du judaïsme ou du peuple juif, dire, écoutez, si vous êtes d'une certaine manière contre l'existence de la patrie juive, cette organisation n'est pas faite pour vous. Allez en paix. Travaillez ailleurs si c'est mieux. Si vous changez d'avis, un poste vous attendra. Venez aux offices si vous voulez, mais vous n'êtes pas obligé de travailler ici. Et ça, je pense que c'est complètement cachère. C'est tout à fait normal. Je pense que ce genre de limite doit être posé. Et au sein de votre synagogue, vous savez, ces limites vont un peu se tracer d'elles-mêmes. Vous savez, si je suis dans une synagogue où l'on fait la prière pour l'État d'Israël et où l'on prie pour les soldats d'Israël chaque week-end, si vous êtes du genre à mettre les autres mal à l'aise avec cela, ou si cela vous met mal à l'aise, vous allez tracer votre propre limite pour savoir si vous voulez partir ou non. La synagogue ne vous dira jamais de partir. La porte est toujours ouverte. Mais si vous... Ou du moins, elle devrait l'être. Du moins, elle devrait l'être. Mais tu décideras par toi-même. Je ne peux plus être ici. Ce ne sont pas mes valeurs. Et tu traceras ta propre limite. Et si ce n'est pas pour toi, alors tu peux partir en paix, aller ailleurs. C'est ici si tu changes d'avis. C'est ça l'état d'esprit pour moi. Nous sommes là si tu changes d'avis. Si quelque chose compte autant pour toi et va à l'encontre de ce qui est essentiel pour nous, cet endroit n'est peut-être pas pour toi. Oui, je pense que tu sais, c'est un point très important parce que tu sais, la question de tout pouvoir être débattu, même dans une communauté aussi diverse que les Juifs. Tu sais, il est facile de dire qu'on peut être en désaccord sur les taux d'imposition. Mais quand il s'agit de la destruction du seul État juif sur la planète où vit la moitié des Juifs du monde, considérer cela comme un sujet de débat. Tu sais, je peux te dire, pour ma part, je suis prêt à débattre de presque tout, mais je ne veux pas débattre de ça. Oui, je suis d'accord avec toi. Et ma réserve, c'est que je pense qu'il est important, surtout avec les jeunes juifs, de s'assurer qu'il y a de la place dans ces espaces pour avoir des conversations, poser des questions et exprimer des objections. Je pense que c'est vraiment important parce que si on ne crée pas cet espace, on crée essentiellement une dichotomie où c'est soit tu aimes Israël, et si tu n'aimes pas Israël, ça veut dire que tu dois être de l'autre côté, ce qui signifie que tu vas te retrouver du côté de ceux qui détestent d'Israël, que tu le détestes vraiment ou non. Et on ne veut pas créer cette dichotomie. On ne veut pas que ce soit tout ou rien. Soit tu marches au pas, je suis amoureux de l'État d'Israël, quoi que cela veuille dire pour mon rabbin, ça veut dire la même chose pour moi, soit je m'en vais. Il faut trouver un équilibre pour que chacun puisse dire « je ne suis pas à l'aise avec ça ». Parce que, je veux dire, on sait que les gens sont nourris en permanence de ce bruit anti-Israël toute la journée, partout autour d'eux, surtout les plus jeunes. C'est partout sur les réseaux sociaux, c'est dans les écoles, c'est aussi dans leur cercle d'amis. Et si on ne leur donne pas un endroit où ils peuvent se tromper ou poser des questions, on va les perdre.
Et je pense que c'est vraiment essentiel qu'on crée cela. Et pour être honnête, il y a aussi des adultes comme ça. Des adultes qui, vous savez, n'ont pas reçu d'éducation et qui reçoivent la même chose. Vous savez, ils s'éduquent en même temps que leurs enfants en ce moment et ils sont abreuvés des mêmes choses. Nous devons nous assurer qu'il y a un espace pour qu'ils puissent exprimer leurs préoccupations. Mais en fin de compte, je suppose qu'il y aurait deux limites. La première est, Israël devrait-il exister ou non? Cela me semble être une limite assez claire. On peut débattre de politique. Comme je le dis, personne ne critique Israël autant que les Israéliens eux-mêmes chaque jour. Absolument. Là-dessus, il n'y a aucun problème. Mais, vous savez, il faut qu'on soit d'accord sur le fait que, vous savez, les Juifs devraient pouvoir se gouverner eux-mêmes et qu'il y a un endroit sur Terre auquel nous avons tous un lien collectif. Et qu'il y a certaines choses, encore une fois, d'organisation où ce n'est tout simplement pas approprié. Si ma déclaration de mission est ceci étant. Vous savez, ici, nous faisons de l'éducation sur Israël et nous organisons des collectes de fonds pour récolter de l'argent pour un kibbutz en Israël. Et si ce n'est pas votre truc, alors peut-être que cet endroit n'est tout simplement pas fait pour vous et nous n'avons pas besoin de débattre de la question. Devrions-nous récolter de l'argent pour un kibbutz? Berry, si cela vous dérange autant, ce n'est pas l'endroit pour vous. Ouais, je pense que c'est vrai. Et honnêtement, je pense que, tu sais, Israël ou pas, Israël est vraiment le seul sujet là, en ce moment. Tu sais, des questions sur où la frontière devrait se situer. Tu sais, toutes les choses qui étaient vraiment pertinentes il y a 20 ou 30 ans, je ne pense pas qu'elles le soient encore aujourd'hui. Et certainement pas après le 7 octobre. Intéressant, je suis curieux de savoir pourquoi tu ressens ça. Je ressens cela car j'ai participé au débat ces 30 dernières années. De simplement savoir si Israël doit exister ou non. Je pense que c'est le seul vrai problème en ce moment. Parce que je pense que pendant longtemps, en quelque sorte, la communauté juive, Israël lui-même était très divisé à propos, vous savez, en quelque sorte, de la politique du processus de paix. Et cela se reflétait dans la discussion ici aux États-Unis. Mais on ne parle vraiment plus de ça maintenant. On parle de, vous savez, de quelque chose de bien plus fondamental. Vous savez, l'antisionisme n'était pas quelque chose qui était, disons, débattu ou en quelque sorte courant. Sur les pages éditoriales, disons, du New York Times, il y a 20 ou 30 ans, ce n'était pas du tout le cas. Aujourd'hui, c'est devenu très courant. C'est ce qu'ils font. C'est en grande partie l'argument avancé. Et à ce stade, je pense que c'est en quelque sorte la seule chose sur laquelle nous devrions nous concentrer. Je veux dire, vous savez, parce que c'est là où nous en sommes, c'est là où les événements nous ont menés. Je suppose que mon interprétation est un peu différente, pour reprendre l'exemple du New York Times. Quand il parle d'antisionisme, je vois deux choses. D'une part, je le vois, vous savez, comme étant essentiellement un mouvement de haine. Et il n'y a pas vraiment de débat intellectuel ou de discours significatif qui ait lieu. Vous savez, c'est de la haine antisémite basée sur la diffamation, comme nous l'avons vu chez les Soviétiques au siècle dernier. Ou bien c'est une sorte de mauvaise définition du sionisme en le réduisant à la manière dont le gouvernement de droite de Bibi Netanyahou dirige le pays et en assimilant tout Israël à cela. D'une manière que, je crois, vous savez, même si on claquait des doigts et qu'il y avait un gouvernement totalement différent faisant des choses totalement différentes, je pense que la conversation, sa nature, changerait. Est-ce que je pense que le sentiment changerait? Pas forcément, mais je pense que la nature de ce qui serait discuté changerait. Si vous ne voyez pas un gouvernement qui était perçu, du moins, comme, vous savez, permettant ou soutenant la violence des colons ou ayant des aspirations à prendre le contrôle de Gaza, du Liban et de la Cisjordanie. C'est du moins la perception de ce gouvernement actuel. Donc, je pense que les choses pourraient éventuellement changer au niveau du discours s'il y a un changement de gouvernement plus tard cette année, mais nous verrons bien. Eh bien, je vous contredirai là-dessus. Sur ce point, parce que je ne pense pas qu'il existe un gouvernement concevable qui pourrait être élu cette année. Et évidemment, vous savez, les Israéliens sont très divisés au sujet de Netanyahou, mais ils ne sont pas divisés au sujet de la guerre. Ils ne sont pas vraiment divisés au sujet de la guerre, vous savez, contre l'Iran ou de la guerre contre le Hamas. Vous savez, et après tout, si Netanyahou est resté au pouvoir, vous savez, pendant toutes ces années, c'est qu'il a remporté tant d'élections.
Ce n'est pas parce que, vous savez, ce n'est pas un complot, c'est parce que l'autre camp a en quelque sorte perdu le débat. Et vous savez, si ce n'est pas Bennett et que vous avez Lapide, vous savez, leurs politiques concernant la guerre ne seront pas si différentes. Et je pense que si vous regardez de plus près beaucoup de gens, je prends juste l'exemple du New York Times, je suppose, qui vient de remporter le prix Pulitzer. Vous pouvez consulter la liste de leurs rédacteurs, leurs idées et leurs rédacteurs en chef. Qui vient d'écrire cette critique complètement folle, hein? Une critique de livre sur le Bund. Vous savez, en gros, ils disent que toute personne qui pense que le sionisme et Israël sont au cœur de l'identité juive est, vous savez, folle. Je ne pense pas qu'ils vont voir d'un bon œil n'importe quel gouvernement qui pourrait être élu en Israël. Eh bien, je veux dire, la dernière partie que tu viens de dire fait écho, tu sais, au premier point que j'ai soulevé. Et pour moi, c'est juste une autre forme de haine des Juifs. Si tu me dis que c'est inconcevable, C'est une haine des Juifs qu'on ne voyait pas sur la page éditoriale du New York Times. Tu sais, à l'époque où, tu sais, c'était plutôt les libéraux qui débattaient avec les conservateurs, avec quelqu'un comme Anthony Lewis, il a été remplacé par ces types-là. ouais, ce n'est pas génial. Je veux dire, c'est ça. Ouais. Tu sais, l'antisionisme. Nous avons été mal préparés à faire face à cette forme spécifique de haine des Juifs. Nous n'avons pas appris en tant que société, en tant que communauté juive, comment cela fonctionne, comment le reconnaître. Je veux dire, je ne suis certainement pas le premier à le dire, mais tu sais, nous avons passé tout notre temps et nos ressources à enseigner. La haine des Juifs équivaut à la Shoah, tu vois. C'est à ça que ça ressemble, c'est ça. Je sais reconnaître un nazi, et si tu n'es pas un nazi, je ne sais pas comment reconnaître si tu es antisémite ou non. Et nous n'avons consacré ni temps, ni argent, ni ressources à l'enseignement. Par exemple, l'antisémitisme soviétique, l'antisionisme et à quoi cela ressemble. Et comment les Juifs eux-mêmes en Russie soviétique ont été cooptés pour démanteler leurs propres institutions. Et nous n'avons pas cette familiarité, nous n'avons pas cette capacité à reconnaître ces schémas. Et donc, cela se produit en ce moment même dans les normes sociales, ce qui est souvent la manière dont la haine des Juifs parvient à opérer. Nous essayons actuellement de rattraper notre retard. Je pense que c'est un point très important. Permettez-moi de revenir un instant au film, ou du moins à quelque chose. Une question liée au cinéma en 2024. Vous faisiez partie d'un groupe de créateurs juifs ayant écrit à l'Académie des arts et des sciences du cinéma pour contester les nouvelles règles des Oscars concernant l'inclusion, en demandant que les Juifs soient inclus parmi les groupes sous-représentés qui faisaient partie de ces règles. Je ne pense pas que vous soyez allé très loin avec cela, même si vous pouvez me corriger si je me trompe. Mais est-ce que les politiques de diversité, d'équité et d'inclusion peuvent? En pratique, certains pensent que, théoriquement, Israël et les Juifs sont vus comme des oppresseurs blancs, ce qui explique pourquoi tant de progressistes se sont retournés contre Israël. Est-ce que cela peut vraiment inclure les Juifs quand ceux qui s'en préoccupent considèrent les Juifs comme faisant partie de la classe des oppresseurs et qu'ils ne peuvent pas vraiment être des victimes? C'est, vous savez, une question tellement essentielle. Je sais que vous, mes amis et alliés noirs, pensez que la DEI est incroyablement importante pour eux et que vous, ils sont très contrariés, se sentent blessés. Quand des voix juives disent qu'il faut tout supprimer, ils demandent « Et nous? Qu'en pensez-vous » D'un autre côté, je ne pense pas qu'ils comprennent vraiment totalement la façon dont la DEI a essentiellement, comme vous le soulignez, été instrumentalisée d'une manière qui exclut l'une des plus petites minorités ethniques de la planète, ce qui est insensé. Donc, il m'est difficile d'imaginer cela. Existe-t-il une version où nous devrions avoir une DEI fonctionnelle, vous savez, un programme ou une vision du monde, où la diversité et l'inclusion incluent les Juifs en tant que minorité ethnique diverse? Absolument, une fois que vous comprenez qui sont les Juifs et ce qu'ils sont, ils s'intègrent tout à fait naturellement dans un tel cadre. Mais si nous continuons en tant que monde à avoir cette incompréhension totale de qui sont les Juifs et de ce qu'ils sont, à la fois à travers le récit binaire d'oppresseurs et d'opprimés, et vous savez, en lien avec cela, cette catégorisation erronée et cette incompréhension des Juifs, considérés en grande partie comme une classe de personnes riches, blanches et européennes, ce qui non seulement est inexact, mais ne reflète même pas, même de façon erronée,
la majorité des Juifs dans le monde qui ne sont même pas perçus comme blancs. Ce qui est tellement exaspérant, vous savez, c'est ça le vrai problème. Donc, je pense que, vous voyez, si on pouvait appuyer sur un interrupteur et que tout le monde se disait « Ah, vous voulez dire que les Juifs sont en fait cette tribu d'Israël qui a été exilée et dispersée à travers le monde. » Et maintenant, vous savez, je dirais qu'on est comme les pinsons des Galapagos. C'est comme si on avait tous évolué différemment sur différentes îles à cause de l'évolution. On a été, vous savez, dispersés, donc certains d'entre nous ont un bec plus long, et d'autres doivent manger ce genre de noix, parce qu'on a grandi là-bas et qu'on a grandi là-bas. Mais on vient tous de la même équipe d'origine. Et ça, vous savez, en Israël, où vit plus de 50% d'entre nous, les personnes originaires d'Afrique du Nord et du Moyen-Orient ne sont même pas majoritaires. Exactement. Ce sont des faits de base vraiment élémentaires, et si cela était compris, alors ça se répercuterait dans le cadre de la diversité, de l'équité et de l'inclusion. Je pense que c'est vraiment la pièce manquante. Je ne pense pas que ce cadre de diversité, d'équité et d'inclusion lui-même soit irréparable ou soit un mécanisme défaillant. C'est la façon dont les Juifs sont compris qui est défaillante. Si nous corrigeons cela, beaucoup d'autres choses pourraient s'arranger. Dans ce parcours juif public, qu'est-ce qui t'a le plus surpris concernant tes collègues artistes et leur réaction au monde après le 7 octobre? Et qu'est-ce qui t'a le plus déçu? Oh là là, c'est une grande question. Je réponds d'abord à la deuxième question car elle me semble plus facile. Je veux dire, je suppose que ce qui continue de me décevoir, c'est que les gens abdiquent leurs responsabilités en ce moment. Et vous savez, ça me dérange. Je ne pense pas que tout le monde sur Terre doive, vous savez, grimper au sommet d'une montagne et crier dans un mégaphone à propos des Juifs et prendre la défense des Juifs. Mais je pense que chacun doit être un ambassadeur de la cause juive dans sa propre vie et dans sa propre sphère d'influence en ce moment, et que les gens doivent utiliser leurs compétences, leurs passions et leur sphère d'influence, quelle qu'elle soit, utiliser ce diagramme de Venn, et vous savez, c'est là que vous devriez avoir un impact. C'est juste qu'il y a un petit peu, vous savez, un sentiment de privilège et de paresse à ne pas se montrer à la hauteur de ce moment et à dire vous savez que c'est l'autre gars qui va s'en occuper. Je vais, vous savez, rester ici, la tête baissée, à faire mon truc pendant que d'autres, vous savez, mènent mes combats à ma place. Donc ça a été décevant. Je voudrais juste que plus de gens ressentent un appel individuel à la responsabilité. Mais vous savez, c'est ça, c'est l'humanité, non? À chaque époque, à chaque moment, certaines personnes relèvent le défi et d'autres non. C'est juste comme ça que nous sommes en tant qu'espèce. On l'a vu dans les années 30, on l'a revu à chaque fois. Et on le revoit encore aujourd'hui, mais vous savez, ça fait toujours mal. Et en termes de surprise, ce qui m'a surpris, je suppose que j'ai été surpris par, je ne sais pas si je devais dire quelque chose, peut-être par à quel point cela a été positif, ou à quel point, peut-être même à quel point les gens sont surpris de découvrir à quel point c'est positif, ce qui me surprend, ou à quelle fréquence je fais quelque chose qui, pour moi, semble non seulement naturel, mais aussi agréable, et quelqu'un va dire « Oh, c'est tellement courageux ». Et je me dis « Et je dois y réfléchir un instant ». Et ce que j'en comprends, c'est que cela te semble courageux parce que pour toi, il y a de la peur derrière. Mais pour moi, il n'y a pas de sentiment de peur. Parce que, tu sais, j'aurais bien plus peur de vivre caché ou d'avoir des regrets dans 20 ans en repensant, me dire « Oh mec, j'ai été lâche ». Ou alors, tu sais, j'ai abdiqué ma responsabilité ou je vivais dans le mensonge sur qui j'étais juste pour que les autres se sentent à l'aise. Pour moi, ça, c'est bien plus effrayant que d'être moi-même authentique, tu sais, 24 heures sur 24. Ça, pour moi, ce n'est pas effrayant. Ça, pour moi, c'est libérateur. Ça, pour moi, ça fait du bien. Ça, pour moi, sonne juste. Ça, pour moi, c'est naturel. Je n'ai vraiment pas ce sentiment et ce n'est pas pour jouer les faux modestes. Il n'y a aucun sentiment de courage là-dedans pour moi, vraiment pas. Pour moi, en fait, c'est m'éloigner de ce qui me fait peur, c'est-à-dire ressentir des regrets ou avoir l'impression de m'être déçu moi-même, d'avoir déçu ma famille ou d'avoir fait le mauvais choix dans un moment qui demandait de l'intégrité. Ça, pour moi, c'est bien plus effrayant. Donc, je pense que je suis peut-être surpris que tout le monde ne raisonne pas comme ça. Oui, je m'identifie totalement à ça. Je suis sûr que oui. Quel juif admires-tu actuellement? Je suis inspiré par tellement de personnes, vraiment parce que c'est un moment où tout le monde doit se mobiliser. Je suis inspiré par chaque personne juive qui répond à cet appel.
Vraiment. Que ce soit un juif quelconque dans l'Iowa qui, vous savez, n'était pas engagé avant le 7 octobre et qui maintenant lance un club de lecture juif pour les 10 juifs de son comté. Je trouve ça incroyable et tellement important. Et c'est comme ça qu'on va traverser cette période grâce à des gens qui font ce genre de choses. Je fais partie du National Young Leadership Cabinet de la Jewish Federation qui réunit environ 400 juifs dans la trentaine et la quarantaine venant de tout le pays. Et je suis vraiment inspiré par mon groupe dans cette organisation. Et vous savez, je suis l'un des très rares, vraiment très rares, à être en fait un professionnel du monde juif dans mon travail quotidien. Ce sont des personnes qui ont des emplois ordinaires et tout ça, mais qui prennent une responsabilité en ce moment. Ils veulent te faire partie d'une organisation qui soutient la vie juive, où ils assument des rôles de leadership, où ils s'engagent dans leur communauté et dans leur identité juive. C'est vraiment inspirant pour moi. Donc, vraiment, n'importe qui, à n'importe quel niveau, quel que soit le type de tribune que vous avez, les grandes tribunes m'inspirent, les petites tribunes m'inspirent aussi. Ce sont simplement des personnes qui disent « Inani ». C'est ça qui m'inspire. Bonne remarque. C'est une bonne conclusion. Jonah, merci de nous avoir rejoints aujourd'hui. Comment nos téléspectateurs et auditeurs peuvent-ils te suivre, suivre ton travail et regarder ou écouter ton podcast? Merci de poser la question. Vous pouvez trouver Being Jewish with Jonah Platt sur toutes vos plateformes de podcast préférées, Apple, Spotify, Amazon. Nous sommes aussi sur YouTube. Nous sommes également diffusés sur Jewish Broadcast Service à la télévision. Nous passons en première partie de soirée le jeudi soir, puis en rediffusion tout au long du week-end. Toutes ces informations se trouvent sur notre site web beingjewishpodcast.com et vous pouvez me suivre sur tous les réseaux sociaux sous le nom de Jonah Platt ou de Being Jewish Podcast. Eh bien, c'est super. Nous voulons aussi remercier notre public. N'oubliez pas d'écouter chaque jour Jonathan Tobin Daily Edition, que vous pouvez retrouver partout où vous écoutez vos podcasts, et que vous nous écoutiez sur l'une de ces plateformes ou que vous nous regardiez en direct sur Facebook, X ou sur la chaîne YouTube de JNS. Merci de laisser un j'aime et ou de vous abonner à JNS. Cliquez sur la cloche pour recevoir les notifications et laissez-nous de bons avis. Écrivez-nous à thinktwice@jns.org et dites-nous où vous écoutez ou regardez l'émission et ce que vous en pensez. Et souvenez-vous, continuez à lire et à réfléchir par vous-même. Et on se retrouve la semaine prochaine.